Bonsoir, très heureux de vous retrouver sur le plateau du Grand Direct. Une heure d'information consacrée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec ce soir, le soulagement en demi-teinte de la famille Victor. Certes, les squatteurs ont quitté leur maison des Arcs. On en avait largement parlé dans cette émission après la manifestation du week-end. Mais vous allez le voir, la maison est dans un drôle d'état. Ils espèrent maintenant que les assurances vont leur venir en aide. Gros dossier ensuite sur le retour à la vie en vue. Gabriel Attal a confirmé certaines dates, le porte-parole du gouvernement. Fin des restrictions au début du mois de mai, réouverture des restaurants, enfin des terrasses de restaurants et des musées à la moitié du mois de mai. Nous parlerons de tout ça avec Eric Revel, bien sûr, nos invités, avec qui nous parlerons aussi de la réouverture des salles de sport. Et puis enfin, nous irons dans les Bouches-du-Rhône où, vous allez le voir, un club d'aviron relève un défi assez particulier, accomplir à la rame la distance qui sépare notre région de Tokyo en vue des Jeux Olympiques. Bon, c'est un défi en plus qui incorpore des personnes en situation de handicap. On en reparlera à la fin de ce grand direct. Bonsoir mon cher Eric. Bonsoir mon cher Nicolas. Ravi de vous retrouver. Sachez qu'on parlera également du gel et du préfet du Var qui est venu apporter des garanties aux agriculteurs. Mais d'abord, le Var, justement, l'histoire de la famille Victor que nous vous racontions la semaine dernière. Maison squattée depuis 7 mois. Eh bien, les occupants ont quitté les lieux après la manifestation du week-end. Des centaines de personnes qui se sont rassemblées pour soutenir la famille. Et vous le voyez sur ces images, à l'intérieur de la maison, il y a des dégâts. Reportage signé Marion Colangelo. Carreaux brisés, meubles abîmés, déchets entassés, effets personnels abandonnés, hygiène catastrophique. La victoire est amère pour Jean-Philippe et sa sœur Marie-Françoise, après 6 mois de squat dans leur maison des Arcs. C'est une porcherie, c'est inimaginable. Ouais, à la vue, à l'odeur. C'est vraiment... bon, on savait qu'on n'allait pas la récupérer en parfait état. Donc, bon, rien de très très important est cassé. Ils n'ont pas détruit les cloisons à la masse. Mais bon, vu l'état de la maison, c'était -2. Après la manifestation qui a réuni des centaines de personnes samedi dernier, les squatteurs effrayés ont donc quitté la maison. Un voisin a prévenu Jean-Philippe, qui a immédiatement repris possession des lieux. Je suis venu, on a fait le tour du jardin, on n'est pas rentré dans la maison puisqu'on n'avait pas le droit. Partant de là, on a vu qu'effectivement, il n'y avait plus de présence. Du coup, j'ai prévenu la gendarmerie et puis ce matin, j'ai fait venir un huissier qui, lui, est venu constater, rentrer dans la maison, venu constater qu'effectivement, elle était vide, elle avait été laissée. Donc, on a fait un constat avec la gendarmerie et on a repris possession de la maison. Les Victor ont gagné une bataille, mais le combat ne s'arrête malheureusement pas là. On l'a récupéré physiquement, mais légalement, c'est très compliqué. C'est les méandres de l'administration et du droit, c'est impressionnant. Mais bon, c'est un grand soulagement parce qu'ils sont partis et on va la faire sécuriser. Partant de là, on peut voir l'avenir beaucoup plus sereinement. Des mesures de sécurité ont été prises aux abords de la villa. Jean-Philippe et Marie-Françoise espèrent désormais que leur assurance prendra en charge les dégâts. Eric, bon, les occupants sont partis, mais c'est une deuxième partie qui s'engage. Oui, bon, quand on voit déjà l'état de la maison, on peut catastropher pour les 2 propriétaires. C'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment inadmissible. Et quand l'un des 2 parle des méandres administratifs, vous vous souvenez, on avait parlé avec l'une des députées, la loi de 2020 qui permet d'évacuer des squatteurs avant même la fin de la trêve hivernale, ne prévoyait pas le cas de cette maison, puisque je vous rappelle que ça ne concerne que les résidences secondaires et les résidences principales, mais ça ne concernait pas les maisons héritées. Et donc, heureusement que les occupants ont déguerpi, parce que sinon, ils pouvaient toujours attendre. Et là, ils ont récupéré leur bien dans l'état que l'on sait. Donc, espérons que les assurances, avec ce constat d'huissier, permettront de remettre tout ça en état. On ouvre notre gros dossier consacré au retour à la vie parce que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a indiqué qu'au tout début du mois de mai, le 3 mai, restrictions s'arrêteraient, on pourrait circuler
peut-être même que le couvre-feu sera derrière nous, et réouverture des terrasses de restaurants, donc vers le 15 mai. Bonsoir Claudia Olivier. Bonsoir. Vous êtes journaliste pour la rédaction d'Azur TV. On va parler avec vous de vaccination, parce qu'évidemment, ce retour à la vie est conditionné à la poursuite de la campagne de vaccination. Et demain, à Nice, c'est une sorte de grand marathon de 2 jours qui démarre, avec l'objectif de vacciner 10 000 personnes. Alors oui, en effet, Nicolas. Donc la ville, la métropole de Nice-Côte d'Azur souhaite enclencher les bouchées doubles pour la campagne de vaccination. Donc à partir de demain, jeudi et vendredi, il lance un marathon vaccinal, comme vous l'avez dit. Donc objectif 5 000 injections par jour. Alors attention, il faut être donc prudent. Donc c'est bien avec la vaccination donc au Pfizer pour les publics prioritaires qui sont en première ligne, comme les forces de l'ordre, les enseignants, les personnes de plus de 60 ans, les personnes de 60 ans avec comorbidité, et pour les personnes de 50 ans qui sont actifs en lien avec le public, ces personnes-là recevront des doses qui seront restantes pour ne pas les gaspiller. Ensuite, lundi et mardi prochain, la ville de Nice décide de vacciner donc les habitants des quartiers des Moulins et de l'Ariane. Donc évidemment, comme je l'ai précisé avant, c'est pour les personnes prioritaires avec les caractéristiques que je vous ai dit juste avant. Et enfin, depuis hier, ils ont lancé une sensibilisation à la vaccination. Donc les agents de la métropole vont au plus près des habitants pour les aider, les aiguiller et les aider à s'inscrire sur les listes et répondre évidemment aux questions pour les rassurer. Donc on le voit bien, la ville de Nice lance vraiment sa campagne de vaccination et met les bouchées doubles pour vacciner le plus possible les habitants de la métropole. Alors, c'est une opération donc, qui arrive après petit accroc ce week-end et ces doses qui n'ont pas trouvé preneur, et une petite polémique qui a enflé également ce matin, parce qu'apparemment à Nice, on peut réussir à se faire vacciner, à avoir un rendez-vous en étant relativement jeune, même très jeune, et sans comorbidité. Alors oui, effectivement, pour rappeler les faits, donc un journaliste correspondant de BFM a annoncé ce matin qu'il avait eu la possibilité d'avoir un rendez-vous pour se faire vacciner dans les prochains jours. On a appelé la mairie pour savoir pourquoi lui avait la possibilité et pas les autres, et la mairie nous a répondu très simplement. La première, c'est qu'il s'est inscrit dès l'ouverture de la plateforme qui permet de s'inscrire pour les rendez-vous. Il y a plusieurs mois. Donc il y a plusieurs mois, donc en décembre, le 16 décembre exactement, sachant que la plateforme a ouvert le 15 décembre. Et la deuxième raison, c'est qu'il a coché donc sur la petite grille que l'on remplit pour se faire vacciner, qu'il était donc en contact avec le public et qu'il travaillait donc sur le terrain, donc en contact avec les gens en tant que journaliste. Donc on voit bien que la ville et que la métropole de Nice, dans cette organisation-là, ne veut pas gaspiller les doses, parce que chaque dose est importante et chaque dose compte. Alors, ce qu'on peut préciser, c'est que donc, le journaliste en question s'est vu, selon ses dires, informé par l'opératrice qu'il n'y avait plus vraiment de sélection et qu'on essayait d'écouler les doses, et que voilà, il fallait que ça aille vite, et que finalement on accueillait tout le monde. On a fait un petit test nous cet après-midi, et ce qu'on peut dire, Claudia, c'est que les opérateurs et les trices qu'on a eu cet après-midi était très, très ferme. Apparemment, la vis avait été serrée. Effectivement, la vis a été serrée. Mais voilà, on voit bien qu'on le sait. Dans le département, on sait que plus de 25% de la population a été vaccinée. On voit que la ville de Nice est en avance sur la vaccination, sur les populations éligibles à la vaccination, et souhaite évidemment entrer dans une phase d'accélération. Claudia, sur les 10 000 personnes là, qui vont pouvoir se faire vacciner, j'ai bien entendu, elles seront vaccinées au Pfizer, parce que Nicolas rappelait que le week-end dernier, le vaccinodrome a été fermé parce qu'il y avait 4 000, 5 000 doses d'AstraZeneca, mais il y avait que 58 personnes qui voulaient se faire vacciner. Donc là, il s'agit bien de Pfizer. Oui, c'est du Pfizer. La mairie me l'a confirmé également tout à l'heure. C'est bien du Pfizer qui va être donc donné aux 10 000 personnes qui sont inscrites pour se faire vacciner jeudi et vendredi. Voilà, et à la Trinité, par exemple, samedi, il y aura une grande, toujours dans les Alpes-Maritimes, journée de vaccination aussi. C'est une petite commune qui va quand même vacciner. Voilà, on le voit sur ces images, 600 personnes, là aussi sur inscription et sur les publics cibles. Claudia, vous restez avec nous juste le temps de l'édito d'Éric Revel, parce que vous allez nous parler du docteur Raoult, et oui, alors pas de la vaccination, mais là aussi il y a polémique.
Oui, vous vous souvenez que des milliers de patients ont été testés et soignés, notamment à l'hydroxychloroquine, à l'Institut hospitalier de Marseille, le fameux IHU dirigé par Didier Raoult, professeur, s'il en est. Une prise en charge, Nicolas, qui a coûté très cher et qui fait aujourd'hui polémique, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle polémique pour fragiliser le docteur Raoult, qui en a l'habitude, ou bien est-ce qu'il s'agit d'un vrai sujet? Certains patients traités à l'IHU dans le cadre de ce fameux traitement du professeur Raoult auraient déboursé jusqu'à 1 264 € pour des examens et le traitement, le tout évidemment largement remboursé par la sécurité sociale. Alors pourquoi un tel prix? Ce sont les barèmes, parce qu'en fait, c'est un barème d'une journée d'hospitalisation qui coûte 1 264 €. Problème, c'est qu'un certain nombre d'experts disent, mais en fait, ça ne nécessite pas du tout de mettre en place une journée d'hospitalisation pour faire un électrocardiogramme, un traitement et vérifier 2-3 trucs. Alors, si on en croit les chiffres qui ont été produits par France Télévisions, 14 000 patients auraient été ainsi traités depuis le mois de mars 2020, et les hôpitaux de Marseille auraient empoché 6 millions d'euros sur la base de ces 1 264 € en moyenne qu'aurait coûté le traitement et les examens. Alors le professeur Raoult, on le sait, je le disais, est habitué aux polémiques, mais évidemment celle-ci prend une autre dimension. Il est déjà challengé sur l'efficacité de son traitement depuis le début, depuis plus d'1 an, mais là c'est un autre tourbillon. Donc je vais vous dire une chose, puisqu'il aime bien parler aux médias, on attend avec impatience évidemment la réponse forcément éclairée du professeur sur cette polémique. Certains médias, il aime bien parler à certains médias. Pas à tous, et on en a fait la meilleure expérience sur les antennes. Mais on veut bien l'accueillir quand il veut, bien sûr, dès demain. On n'attend que ça, mais a priori, les médias nationaux ont plus la cote que nous. Merci Claudia. À demain. Demain, on vous retrouvera à Tende, puisque la supérette va rouvrir dans le village sinistré des Alpes-Maritimes, et c'est un événement dont on se réjouit évidemment, surtout pour les habitants. Le retour à la vie passera forcément par la réouverture des terrasses de restaurants. Elle est prévue pour la mi-mai, pas encore de date vraiment officielle, mais vous allez le voir, les restaurateurs, les hôteliers et les plagistes, eux, commencent déjà à recruter leurs saisonniers. Marie Justo à Nice. On parle de la mi-mai, mais rien n'est encore officiel pour la réouverture. En attendant, les restaurateurs ne peuvent pas perdre de temps et recrutent leur personnel pour l'été. Il faut mettre les bouchées doubles et ce n'est pas si simple. Il y a beaucoup de gens qui sont partis à l'étranger, beaucoup de notre staff qui sont partis à l'étranger parce qu'on a été fermé pendant plus de 8 mois. La deuxième phase, c'est que Monaco réouvre avant nous. Du coup, on a beaucoup aussi de staff qui partent bosser sur Monaco. Un avant et un après Covid, des mois sans travailler, se remettre dans le bain peut être compliqué. Là où l'année dernière, il nous faisait 4 ou 5 collaborateurs, là on en prend 7-8, justement pour pallier à ces problèmes d'être resté pendant 8 mois au chômage partiel, et le retour à la réalité il est quand même compliqué. Ça fait peur aussi de retravailler d'un coup, il y a une qualité de vie qui a été prise pour tout le monde, moi y compris. Mais bon, notre corps de métier, c'est quand même de travailler midi et soir pour satisfaire la clientèle. Aujourd'hui, je pense qu'il y aura un avant et un après Covid. On est en train justement, là, sur les équipes que j'ai, les établissements qu'on va avoir, de surstaffer un petit peu pour essayer de redonner une qualité de vie des soirées ou des matinées qu'on ne donnait pas avant. Pour d'autres, la tâche semble plus facile, notamment dans l'hôtellerie et du côté des plagistes niçois. Les embauches se font normalement. À titre personnel, sur notre établissement, le temps d'un été, nous venons de recruter 35 personnes. Donc les embauches se font, les gens sont là, déterminés, ont envie. C'est comme tout, c'est pas depuis hier matin, il y a des gens qui ont envie de travailler, il y en a qui n'ont pas envie de travailler. On a toujours connu ça. Avec le Covid, il y en a qui ont eu moins envie de travailler, mais il y en a d'autres qui ont encore plus envie de travailler. Ceux qui ont moins envie de travailler, ils resteront chez eux, sur le carreau. Par contre, ceux qui ont envie de travailler, aujourd'hui, sont les bienvenus. Et croyez-moi, ils retroussent leurs manches et ils n'attendent que ça. Les professionnels du tourisme sont désormais pendus aux décisions gouvernementales. Pour eux, il n'y a plus de temps à perdre. Voilà. Bon, on espère, on croise les doigts. À partir du 3 mai, il n'y aura plus de limitation de kilomètres pour voyager, pour se promener. Bon, alors après, sur la mi-mai, vous avez vu que le gouvernement il est un peu plus prudent, parce qu'il y a le fameux pont de l'Ascension, et évidemment, il y a 4 jours. Et le variant indien aussi, peut-être, qui commence donc, on se disait le 15 mai, mais ça sera peut-être après ce grand pont de 4 jours, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, le Conseil de défense sanitaire de ce matin a réaffirmé l'ouverture pour la mi-mai, 17-18 mai, des terrasses et des bars.
Alors en attendant, le maire de Nice, Christian Estrosi, qui n'est jamais avare en proposition, a suggéré au ministre de la Santé d'ouvrir un certain nombre de restaurants tests dans sa métropole. On a posé la question à Denis Cipollini, qu'on a vu dans ce reportage, qui est le président de l'UMI dans les Alpes-Maritimes, mais c'est toujours Marie Giusto à la manœuvre. Le taux d'incidence de la métropole Nice-Côte d'Azur est de 198 pour 100 000 habitants. Les taux de positivité et de dépistage sont plutôt bons ces derniers temps et les hospitalisations reculent. Des indicateurs rassurants pour le maire de Nice qui souhaiterait être dans les premiers déconfinés. Christian Estrosi a donc demandé au ministre de la Santé, Olivier Véran, de pouvoir ouvrir des restaurants tests. Une cinquantaine d'établissements qui respecteraient les mesures barrières et pratiqueraient les autotests. Une bonne idée selon le président de l'UMI 06. Les restaurants de test, c'est ce que nous demandons depuis longtemps à l'UMI. C'est ce que nos camarades marseillais avaient demandé avant tout. C'est ce qui avait été proposé aussi dans le sud-ouest. Mais nous sommes la deuxième destination touristique après Paris. Nous sommes la première industrie, le tourisme est la première industrie de la Côte d'Azur avec plus de 20% de PIB. Si on ne fait pas le test chez nous, où est-ce qu'on va le faire ? Donc j'ai cru comprendre que le taux d'incidence a baissé fortement sur la Côte d'Azur. Si on doit faire un test, c'est chez nous qu'il faut le faire. Olivier Véran, qui pour le moment n'a pas donné suite, mais le ministre de la Santé a indiqué que la piste d'un déconfinement territorialisé était envisagée. Voilà, vous l'avez bien compris, la proposition, elle va plus loin que la réouverture des terrasses. On propose donc... Oui, 50 restaurants tests, mais je vais vous dire, ça paraît très, très logique. Pourquoi ? D'abord parce qu'on est en dessous des 200 pour 100 000 sur le taux d'incidence, mais aussi parce que nous, dans les Alpes-Maritimes, enfin pour ceux qui habitent, c'est 2 semaines de plus de confinement. Donc c'est 6 semaines en tout, les 2 semaines d'avant, plus les 4 semaines réglementaires, et avec un taux d'incidence qui a baissé, ça me paraît logique d'avoir une sorte de préséance sur d'autres départements ou sur d'autres régions, puisqu'on est confiné depuis plus longtemps et puisque les mesures ont porté leurs fruits. Donc c'est quelque chose qui pourrait rentrer dans le cadre du déconfinement territorialisé. Pour bien lequel sûr, je pense que Christian Estrosi prend au mot le gouvernement sur cette question. Maintenant, bon courage pour faire la liste des 50 restaurants qui pourraient réouvrir à Nice et dans sa métropole. Bon courage. Ça va faire des jaloux. Il y aura plus de 50 candidats, à mon avis. Ça, c'est évident. Mais après, il faut s'entendre sur la durée du test, sur la jauge, parce que ce ne sera pas forcément rentable si vous pouvez accueillir qu'une partie de la clientèle. Enfin bref, on n'en est pas là. Pour l'instant, pas de retour du côté du ministère de la Santé. Autre corporation dont on parle peu finalement, Eric, et qui aimerait peut-être bien retrouver le chemin du travail, ce sont les professionnels du sport et des salles de sport. Alors les gymnases, etc., en général sont gérés par les villes ou des associations, mais c'est un vrai business aussi pour les salles de fitness. On va rejoindre l'un de ces gérants dans notre région, qui s'appelle Patrick Sancarlos, et qui, lui, demande aussi un petit peu plus de perspective. Bonsoir Patrick Sancarlos, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, ça fait un moment qu'on parle moins des salles de sport qui, elles aussi, attendent évidemment la réouverture des établissements. Vous en possédez 6 entre le Var et les Alpes-Maritimes. Alors avant de vous demander ce que vous préconisez, où en êtes-vous ? Est-ce que vous tenez le choc ? Parce que ça fait quand même un moment que vous êtes fermé. Oui, bonsoir. Effectivement, on tient le choc parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des aides qui nous permettent de survivre, en fait. Mais on a très peur de ce qui va se passer à la réouverture, à savoir quand on va être remis dans le bain sans aucune aide et livré à nous-mêmes, parce qu'aujourd'hui, les adhérents ont suspendu ou résilié leur abonnement, ce qui est très compréhensible. Mais voilà, à ce jour, on est vraiment là dans l'expectative. Comme vous le dites si bien, on a été un peu délaissés. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des restaurants, on parle beaucoup de plein de secteurs d'activité. Mais les salles de sport et d'autres cultures ont été un peu laissées de côté, malheureusement. Vous estimez à combien les pertes d'abonnement, par exemple, des gens qui ont résilié leur carte ? Alors, entre les résiliations et les suspensions, aujourd'hui, entre les résiliations, on est à peu près à 70% de pertes. Oui, donc c'est quand même très compliqué et c'est pas sûr que ces gens-là reviennent, au moment de la réouverture. C'est pas sûr qu'ils reviennent, c'est pas sûr qu'ils reviennent avec les mêmes habitudes. Est-ce qu'ils vont revenir de suite ? Est-ce qu'ils vont attendre un petit peu de voir comment se passe la situation sanitaire ?
Est-ce qu'ils n'ont pas pris d'autres habitudes également de faire du sport en extérieur, chez eux ou avec d'autres façons de faire du sport? Donc ça va être compliqué. On est vraiment dans l'expectative. Est-ce que vous pensez faire partie du lot de réouverture là qu'on nous annonce? Alors, fin des restrictions au début du mois de mai, on va pouvoir circuler normalement et on parle donc de réouverture des terrasses et des musées à la mi-mai. Est-ce que vous avez des informations et est-ce que vous plaidez pour que les salles de sport puissent au plus tard rouvrir à cette date? Alors, plaider, bien entendu, puisqu'en fait, je pense que le sport est une des solutions, parce qu'on a vu que le sport limité permettait de guérir de formes graves et prévenait également les formes graves de la maladie. Donc, je pense qu'on est vraiment une des grosses solutions pour éviter la pandémie. Ça, c'est la première chose. Ensuite, non, très franchement, je pense qu'on ne sera pas dans la première partie des réouvertures, malheureusement, puisqu'on nous a bien fait comprendre que nous étions un secteur soi-disant à risque. Donc je pense qu'ils vont vraiment réouvrir les extérieurs en ce qui concerne les restaurants, bien heureusement pour eux, et que nous on va être vraiment dans la dernière partie parce que en fait ils pensent qu'on ne peut pas mettre de masque pour faire de sport. Les gens pensent que c'est un milieu à risque alors que pas du tout. On a vraiment mis en place toutes les précautions pour accueillir les adhérents dans les meilleures conditions possibles. Ça veut dire quoi? Limiter les jauges, par exemple, obliger au port du masque et dans le cas des salles de fitness, comme vous en possédez, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de promiscuité? En fait, ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a mis, et mes confrères ont mis énormément de moyens pour accueillir les adhérents dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'on a renforcé les contrôles sanitaires, on prenait la température à l'arrivée des gens, on a mis en place beaucoup plus de points de désinfection. Et on voit qu'en fait, on ne peut pas travailler alors qu'on laisse les gens s'entraîner sans aucune condition en extérieur ou sur des domaines publics. Alors que nous, on a vraiment énormément investi pour que tout le monde puisse s'entraîner dans les meilleures conditions possibles afin d'éviter la propagation du virus. Et on voit bien que depuis le début de la pandémie, il n'y a aucune structure sportive qui a été un cluster de pandémie. Hier, le président du comité départemental olympique et sportif, Philippe Manassero, qui intervenait dans cette émission, indiquait qu'il avait écrit au préfet des Alpes-Maritimes. Alors vous travaillez dans le Var et dans les Alpes-Maritimes, mais pour rouvrir, il demande à ce qu'on puisse réautoriser le sport en intérieur. Est-ce que vous avez espoir ou vous pensez que malheureusement, ça ne sera pas le cas ? Alors l'espoir, on l'a toujours, mais malheureusement, je pense que ça va être très compliqué parce qu'on est tombé sur des gens qui nous dirigent, qui ne veulent pas se mouiller, qui ne veulent pas prendre de risques. Donc même si j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, je pense qu'ils ne vont pas se mouiller, ils vont faire attention. Et je ne pense pas malheureusement qu'on puisse ouvrir assez rapidement, même si j'en ai envie, comme tous nos adhérents, tous nos coachs et tous mes confrères, bien sûr. Une dernière question. Vous avez dit tout à l'heure que vous craigniez la fin des aides et en gros, si on vous suit, vous souhaitez être accompagné même après la réouverture. C'est le cas d'ailleurs de tous les professionnels, de tous les indépendants. Qu'en est-il de vos salariés? À combien de salariés aviez-vous avant la crise, et est-ce que vous avez pu maintenir tous les emplois? Alors oui, on a heureusement, grâce au chômage partiel, grâce aux aménagements, on a pour l'instant maintenu tous les emplois. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne sait pas comment va redémarrer l'activité. Est-ce qu'on va pouvoir garder, si demain on n'a plus aucune aide, est-ce qu'on va pouvoir garder tous les emplois? Je ne pense pas que demain on va nous dire, vous pouvez réouvrir, vous pourrez ouvrir de 6h à 23h, 7 jours sur 7, avec 30 à 40 personnes dans les cours collectifs. Donc est-ce que nous, financièrement, on va pouvoir contenir tous les emplois? Ce n'est pas évident. Merci beaucoup en tout cas Patrick San Carlos, gérant des établissements La Salle, 6 salles de sport donc entre le Var et les Alpes-Maritimes. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir dans cette émission. La Covid-19, grand dossier sur le retour à la vie depuis le début de ce grand direct. On va s'intéresser aux EHPAD. Vous savez, les résidents sont vaccinés pour l'immense majorité, ce qui leur permet de recevoir à nouveau leurs proches en chair et en os, si vous me passez l'expression. Reportage à Marseille, signé Yentel Criado. Salut maman, salut papa. Sylvana peut enfin rendre visite à ses parents.
Dans cette EHPAD de Marseille, les visites sont à nouveau ouvertes aux familles. Des règles assouplies depuis la vaccination. Ici, les 3/4 des résidents sont désormais vaccinés. Ça va les enfants? Oui, ça va. J'ai eu des photos. Ça, c'est lui. Je la reconnais. Eh oui. La vie aurait presque repris son cours normal. Un soulagement pour les résidents et leurs proches. Ils sont beaucoup mieux. Hein. Si vous les aviez vus quand on était confinés, les pauvres, ils étaient tristes. Hein. Elle pleurait, ma mère, tout le temps. Hein. Une longue séparation qui a complètement chamboulé les résidents. Il était alors indispensable pour le directeur de l'établissement de permettre aux familles de rendre à nouveau visite à leurs parents, malgré la crise. Vous êtes belle, c'est bien, ne changez rien. On doit recréer la vie, on doit recréer le lien social et le lien avec la famille. C'est une base qui est primordiale à mon sens. Donc on le voit aujourd'hui avec ce qu'on a mis en place, les visites notamment. Les résidents sont heureux. On voit des sourires à nouveau, on voit des yeux qui pétillent, on voit des familles qui sont à nouveau dans la confiance avec nous parce qu'ils voient ce qu'on fait, ils voient que finalement leurs parents sont en bonne santé. Cette EHPAD a fortement été touchée par le Covid, 50 cas positifs en début d'année et un décès. Mais au-delà de la maladie, la santé mentale et le bien-être des résidents sont tout aussi importants. Le Covid nous a touchés pleinement, mais on a autant peur des risques liés au Covid, tels que la dépression, que le Covid lui-même. Pour cela, l'établissement a mis en place 3 types de visites, celles dans les espaces communs, mais aussi les visites en chambre pour les résidents qui ne peuvent pas se déplacer. Pour celles-ci, les familles sont équipées d'une surblouse, d'une charlotte et de gants. Enfin, les appels vidéo sont également devenus une habitude depuis le premier confinement. Ça va, vous allez bien? Oui. Je vais vous passer, je vous passe votre maman. D'accord, avec plaisir. Voilà, Madame Sparacello. Vous voyez là, vous la voyez votre maman? Anne-Marie. Oui. Comment tu vas, maman? Bonjour ma fille, ça va? Regarde, maman, je suis avec Pablo. Il n'y a pas de l'eau. Bonjour, mamie, tu as attendu? Un petit moment en famille qui permet de garder le lien et patienter jusqu'à la prochaine visite. Tu as bien déjeuné ce matin? Ah ben c'est top, écoutez, pendant le confinement, heureusement qu'on avait ça, hein, parce que sinon, je crois qu'on faisait des déprimes, elle et moi. Hein. C'est bien, je trouve que c'est une idée super. Oui, on sait qu'elle est bien. On se rend mieux compte. Chaque jour, une quinzaine de visites a lieu dans l'EHPAD, une vraie bouffée d'oxygène. Ciao, maman. Ciao, je t'aime fort. Voilà, la vie qui reprend. C'est très émouvant, je trouve, de revoir nos aînés sourire de nouveau. On leur doit tant à nos aînés. Et c'est vrai que dans les EHPAD, vous vous souvenez, Nicolas, on en a souvent parlé dans Second Direct, bien sûr, la pandémie faisait des ravages, mais la solitude en faisait également énormément. Donc revoir des sourires sur ces visages sur lesquels le temps a eu prise, je trouve ça extraordinaire. Voilà, moi je trouve que c'est quand même la moindre des choses qu'on doit à ces gens qui nous ont aidés, qui nous ont élevés, qui nous ont suivis, qui nous ont aimés, de leur apporter ce lien social. Tout autre chose, Éric, la question des places de prison. Le président de la République a annoncé la création de 15 000 places supplémentaires. Et ça fait grincer des dents dans les Alpes-Maritimes où la question de la maison d'arrêt de Nice et de la prison de Grasse est une question brûlante. Des projets sont sur la table. Faut-il rénover ces maisons, en construire d'autres? Mais dans le plan présenté par le président de la République, eh bien, il n'est pas question des Alpes-Maritimes, ce qui fait dire que le département a peut-être été oublié. Alexis Ricard. Objectif 15 000 nouvelles places de prison, voilà le cap fixé par le président de la République d'ici 2027. Un projet ambitieux pour réduire la surpopulation carcérale mais qui ne précise rien concernant le département des Alpes-Maritimes. Je dois vous dire que nous sommes effectivement déçus, mais surtout très très surpris de cette présentation qui a tout simplement, en tout cas à l'heure qu'il est, totalement enterré le projet de future maison d'arrêt dans la métropole niçoise. Alors, ce qui nous surprend beaucoup dans les annonces de M. Castex, c'est qu'il n'a pas du tout parlé de Nice, ni dans un sens, ni dans un autre. Or, on sait que le problème existe, qu'il est effectivement prioritaire, ça tout le monde le reconnaît. Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, pour nous,
Les choses ne sont pas encore allées au bout des futures annonces, tout simplement. Du côté de la majorité, le problème vient du manque de concertation, ici dans les Alpes-Maritimes, entre les élus locaux. Parce qu'il faut bien comprendre que cette stratégie nationale, elle se veut avant tout des appels à projets. Il faut que les initiatives viennent du terrain. Mais ce qui veut surtout dire qu'il faut absolument qu'il y ait une prise de responsabilité de tous les élus locaux pour qu'il y ait cette réelle intention et volonté de vouloir proposer une nouvelle implantation réalisable donc et acceptée de manière à ce que ce soit très concret dans les Alpes-Maritimes, je dirais ce nombre de places supplémentaires. Mais en tout cas, il faut absolument qu'il y ait cette concertation très large, mais qui arrive vite maintenant, puisque voilà maintenant depuis 2018 que ce projet-là, en tout cas cette réflexion-là, est en stand-by. Pour rappel, le projet d'implantation d'une nouvelle prison à Saint-Laurent-du-Var est toujours au point mort. Les élus locaux lui préférant la refection de la maison d'arrêt de Nice et l'extension de la prison de Grasse. Alors pour être précis, c'est Jean Castex qui a, le Premier ministre, présenté le plan sur demande d'Emmanuel Macron. Donc c'est une volonté du président de la République. Alors pour vous faire, parce qu'on va écouter Christian Estrosi qui s'est exprimé sur la question là-dessus. Cédric Roussel, député des Alpes-Maritimes, dit qu'il n'y a pas consensus. Vous l'avez compris comme moi. Or, on en avait parlé dans ce grand direct, eh bien le député Les Républicains Éric Ciotti, le président du département Charles-Ange Ginesi, le maire de Grasse Jérôme Viaud et Christian Estrosi ont fait une proposition commune. Ils sont d'accord sur le protocole. On rénove la maison d'arrêt de Nice et on agrandit la prison de Grasse. Ils sont tous d'accord sur la question. Et Christian Estrosi a donc réagi ce matin chez nos confrères de Public Sénat. Écoutez ce qu'il dit. J'ai fait un certain nombre de propositions sur la métropole de Nice et sur Nice même, qui, pour l'instant, ne sont pas retenues. Je dis bien pour l'instant, car là aussi, c'est un dossier qui doit toucher à la décentralisation. Je dis que trop souvent, les administrations centrales pèsent sur les décisions des ministres, là où, au fond, nous sommes les mieux placés pour savoir où doit être positionné un ensemble carcéral. Et aujourd'hui, je fais plancher mes ingénieurs, mes juristes, mes aménageurs du territoire pour faire des propositions au ministère de la Justice qui démontrent que nous avons des spécialistes d'aménagement du territoire et de sécurité qui sont tout aussi compétents, si ce n'est plus quelquefois, que ceux qui sont dans les grandes administrations centrales. Décentralisez-moi en me donnant les moyens financiers nécessaires et en respectant les règles administratives et juridiques nécessaires sur ce que doit être un univers carcéral, et nous bâtirons à ce moment-là, là où il le faut, la prison de Nice. J'assume totalement mes responsabilités. Alors, deux choses. Décentralisons. Est-ce qu'on peut remettre entre les mains des élus locaux une question aussi sensible que la construction d'une maison? Et je reviens à ce que je disais avant, Éric, c'est que les principaux concernés ont trouvé un accord. Alors pourquoi est-ce que les Alpes-Maritimes sont oubliées? Alors ça, je ne sais pas pourquoi les Alpes-Maritimes sont oubliées. Des créations sont faites dans le Var, par exemple. Oui, alors ce qui est sûr, c'est que la pénitentiaire dépend du ministère de l'Intérieur, que les Alpes-Maritimes ont, quand on écoute le maire de Nice, ont été oubliés. Maintenant, je vais vous dire une chose, c'est que quand le Premier ministre, sur proposition du Président de la République, annonce 15 000 places supplémentaires dans les prisons françaises, j'ai la faiblesse de penser qu'en réalité, ça a déjà été dispatché. C'est-à-dire qu'en réalité, les endroits où des prisons vont être construites ou les endroits en France où des maisons pénitentiaires vont être agrandies, tout ça a déjà été calé, à mon avis. Donc sur les 15 000 places, est-ce qu'il y a un volant de places qui reste à pourvoir? C'est une question. Mais il y a déjà des sites qui ont été retenus. Bien sûr. Donc si des sites ont été retenus, c'est-à-dire que les 15 000 places, entre guillemets, ont été allouées, et que si les Alpes-Maritimes ont été oubliés aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi demain on prendrait des places qui étaient destinées à telle ou telle région pour les mettre dans les Alpes-Maritimes. Donc ça veut dire que les élus locaux n'ont pas été consultés et que les Alpes-Maritimes ont été oubliées. Et le problème étant que, comme dans beaucoup de prisons de France, mais la vétusté est quand même notoire à
à Nice et on pousse les murs également à Grasse. Donc il y a quand même urgence sur ce dossier-là. Bonsoir Guilhem Ricavi, merci d'être avec nous comme très régulièrement dans ce grand direct, patron des rédactions du groupe La Provence. Alors, 3 gros et beaux dossiers demain. Le premier est toujours douloureux. Vous allez consacrer donc large page à Laura et Maurane, les 2 jeunes victimes de l'attentat de la gare Saint-Charles le 1er octobre 2017. Oui, exactement. On en parlait d'ailleurs sur votre antenne ensemble, Nicolas et Eric, il y a quelques jours. Et Romain Capdepont revient sur cette affaire et sur cette impasse judiciaire. Vous le souleviez il y a quelques jours, puisqu'il n'y aura pas de procès dans cette affaire. L'auteur de cet attentat qui a tué donc deux jeunes femmes est mort. Il avait été abattu par les équipes des sentinelles qui étaient présentes à la gare Saint-Charles. Et son frère ne sera pas jugé. Donc Romain refait le récit de cette impasse judiciaire avec beaucoup d'émotions et avec le témoignage des familles qui est toujours très très poignant. Ouais, c'est évidemment des lignes toujours très chargées en émotions. Comment vont-elles les familles 4 ans après les faits ? Elles vont toujours assez mal. Le père d'une des 2 jeunes filles expliquait qu'il n'avait, depuis le drame, jamais réussi à reparler avec ses enfants, les sœurs des victimes de ce drame-là. Il n'y arrive pas, il s'effondre à chaque fois. Et puis, il nous a montré aussi les dernières photos prises par les 2 jeunes cousines sur le parvis de la gare Saint-Charles. Quelques minutes avant, elles envoyaient une photo de ce parvis, là où s'est noué le drame, avec une vue de Marseille, en disant « Regardez comme c'est beau » à leur famille. Bon, on connaît hélas la suite qui est derrière, donc il y a quelque chose de très lourd dans les témoignages que nous publions demain, mais qui nous rappelle l'horreur qui s'était jouée à Marseille, effectivement, en octobre 2017. On l'a retrouvé demain, évidemment, sous la plume, l'excellente plume d'ailleurs de Romain Capdepont. Guilhem, évidemment, comme tous les jours depuis un an, un mot de la Covid-19 avec les tests pratiqués dans les aéroports. Oui, parce que la situation a un petit peu évolué là aussi. On a voulu savoir comment ça se passait en fait ces tests dans les aéroports et notamment ici à l'aéroport Marseille-Provence à Marignane. Et en fait, ce sont 10% des passagers qui sont sondés. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas forcément testé à son arrivée, mais il y a des tests qui sont réalisés un petit peu comme cela au hasard, mais pour avoir une image de la situation épidémiologique. Et là, c'est Delphine Tanguy qui nous raconte comment ça se passe, comment les pompiers font ce genre de choses-là, comment l'ARS intervient également, et au final, comment, malgré tout, et même avec la meilleure volonté du monde, on peut continuer parfois à transiter par les aéroports tout en étant positif. Guilhem, à propos de thèses, de traitements, vous voyez peut-être venir, on a parlé tout à l'heure de cette nouvelle polémique qui enfle autour du professeur Raoult sur le coût des traitements à base d'hydroxychloroquine. Vous avez peut-être vu ce chiffre, 1 264 €. Les France Télévisions parlent d'un chiffre de 6 millions d'euros payés aux hôpitaux marseillais et remboursés par la Sécu. Pour vous, c'est une nouvelle polémique pour fragiliser le professeur Raoult ou là, il y a un vrai sujet ? Non, il y a un vrai sujet. Je crois que c'est le journal Libération qui avait en partie révélé ce coût effectivement de facturation de la journée de soins à l'assurance maladie. On s'en était fait état également dans le journal. La journée de soins à l'IHU est très chère et au final, vu le nombre de personnes qui y sont passées, le montant est très élevé. Alors, est-ce qu'il y a une volonté de déstabiliser ? Je ne sais pas, mais en tout cas de soulever des coûts de prise en charge médicale au sein de cet IHU élevé, ça c'est une évidence et effectivement depuis plusieurs semaines déjà, ça fait beaucoup parler à Marseille en se disant mais au final ça va coûter très très cher vu le nombre de patients qui sont passés entre les mains des équipes du professeur Raoult. Une dernière chose Guilhem en 30 secondes parce qu'il y a aussi des choses un peu plus réjouissantes quand même dans le journal avec un marché provençal qui pourrait s'installer sur le Vieux-Port. Oui, alors on se souvient que quand le printemps marseillais avait été élu lors des municipales, ils avaient lancé un été marseillais, un prolongement avec des rendez-vous proposés dans Marseille, un peu festifs, un peu musicaux, malgré les contraintes sanitaires qui pouvaient déjà exister à l'époque. Et ils ont révélé effectivement un plan qui prendra effet au 1er juin jusqu'au mois de septembre, avec notamment la mise en place d'un marché sur le Vieux-Port, parce que les équipes de Benoît Payan le disent, elles ne veulent pas revivre cette espèce d'ambiance de débauche un peu particulière parfois
autour du Lacidon. Et il y aura donc, un marché provençal le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, toute la journée jusqu'à 19h pour proposer là aussi des choses aux Marseillais dans ce cadre qui est forcément magnifique. Merci beaucoup, mon cher Guilhem. Regardez, on pouvait montrer ces quelques images du Vieux-Port. Allons-y, ça fait toujours du bien de regarder cette belle vue avec Notre-Dame de la Garde, évidemment, au-dessus, qui trône et qui règne au-dessus de Marseille. Merci, Guilhem. À demain, très probablement, sur nos antennes. Le gel, on reparle du gel ce soir. Beaucoup de dégâts. 1 milliard d'euros sur la table, débloqués par l'État pour venir en aide aux agriculteurs. Et dans le Var, la viticulture, l'arboriculture payent un lourd tribut. Le préfet du Var était auprès des exploitants du côté de Roquebrune-sur-Argence, suivi par Marion Colangelo. Cette année encore, les pêchers ne produiront pas de fruits dans cette exploitation agricole. Le gel a eu raison de cet hectare de terre pour la 2e saison consécutive. 99% de la récolte est perdue. Olivier, arboriculteur, espère donc recevoir des aides pour tenir bon. Depuis 2001 où on est installé avec mes frères sur l'exploitation familiale, on n'a jamais demandé d'une seule aide. Il y a eu les inondations de 2010, 2011, ça fait la répétition des intempéries qui nous ont chagrinés, on va dire, pour pas dramatiser plus que ça. Et on n'a jamais demandé d'aide, c'est vraiment la première fois où on va demander à solliciter l'aide. Donc on a monté un dossier à la Chambre d'agriculture pour être reconnu. Les aides, c'était justement l'objet de la visite du préfet du Var ce mercredi dans les exploitations agricoles de Roquebrune-sur-Argent. Une zone particulièrement touchée par le gel et que l'État va tenter d'indemniser au mieux. Là, on est vraiment dans l'indemnisation de la calamité agricole. Alors cette indemnisation, elle est forcément limitée. Selon les secteurs, qu'ils soient assurables ou non, elle sera plus ou moins importante, même si le gouvernement pour la vigne a décidé de l'étendre aux récoltes et plus seulement aux pertes de fonds. Au-delà des indemnisations, la Chambre d'agriculture espère un geste de l'État sur les taxes, notamment en cette période de crise sanitaire. Là, on a beaucoup de récurrences sur l'espace de 2-3 ans, notamment ici dans ce territoire. Vous voyez, un jeune agriculteur, il a pris les inondations, 2 fois le gel. Derrière, ça demande aussi beaucoup de travail en plus. Et c'est vrai que, en plus, avec la crise Covid, derrière, on demande à ce qu'il y ait vraiment, pas une année blanche, mais un accompagnement de certaines charges qui ne peuvent pas être payées. Les reporter, c'est étrangler l'entreprise. Le gel, les inondations, la sécheresse, la grêle et parfois même les incendies causent de plus en plus de dégâts dans les exploitations du Var. Le coût des calamités agricoles est estimé à 15 millions d'euros par an. Voilà, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup entre la crise sanitaire, les incendies l'été et les intempéries en cette période de l'année, y compris en hiver. Pour les exploitants, l'addition est salée. Éric, l'un des gros dossiers point noir en métropole ex-Marseille-Provence, c'est le transport. Eh bien, la métropole lance une grande consultation pour son plan de transport justement à l'intérieur de son territoire. C'est Manon Mujica qui vous explique tout ça. Elle a été reportée à maintes reprises, mais cette fois, ça y est, l'enquête publique concernant le PDU, le plan de déplacement urbain, a débuté. Faut-il davantage de pistes cyclables, revoir l'accès aux quartiers excentrés ou repenser la desserte de l'aéroport de Marignane qui, contrairement à d'autres grandes villes, n'est desservie ni en tram ni en métro? À toutes ces questions, vous pouvez donner votre avis, soumettre vos propositions. Vous avez jusqu'au 21 mai, soit par email, soit en vous rendant à une permanence. C'est important car c'est l'ultime étape avant la mise en œuvre de ce plan stratégique. Il fixe le développement de la mobilité jusqu'en 2030 sur le territoire métropolitain. Ex-Marseille-Provence qui se fixe un objectif, proposer plus de solutions alternatives pour réduire de 50% la part modale de la voiture dans les déplacements urbains. Un sacré défi alors que le territoire, et notamment Marseille, a du mal à se défaire de l'héritage de sa politique dédiée au tout-voiture. Voilà, le tout-voiture. La mobilité, c'est un sujet qui intéresse toutes les grandes villes, évidemment. C'est vrai que l'aéroport à Marseille, qui n'est pas desservi ni par le tram ni par le métro, ça ressemble quand même à une incohérence, ou en tout cas un sujet sur lequel il faut travailler. Les déplacements, on va en parler. Alors là, il va falloir être un peu solide sur les abdos et dans les bras, mon cher Éric, parce qu'on va tenter de rejoindre Tokyo depuis Paris en aviron, ce qui
qui fait 9710 km très exactement. La Fédération française d'aviron a mis au défi un certain nombre de clubs donc de réussir en cumulant chacun de leur côté cette distance, donc de ramer pour donc accomplir cette distance symbolique, puisque cet été normalement les Jeux Olympiques auront lieu à Tokyo. Bonsoir Dominique Gande, éducatrice aviron et handicap, et vous avez créé l'association Avis Sourire dans les Bouches-du-Rhône, évidemment, enfin je dis évidemment, je le précise. Vous avez donc relevé ce défi avec vos rameurs. Il y a des rameurs qui sont également en situation de handicap, parce que c'est le but de votre association, de les initier à l'aviron. Et vous devez accomplir, si je ne dis pas de bêtises, 10% du parcours, c'est-à-dire 971 km. C'est ça. Bonsoir tout le monde. Effectivement, on s'est engagé là-dessus déjà pour que les personnes en situation de handicap aient un objectif, parce qu'avec la pandémie, c'était un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses qui sont annulées, que ce soit les challenges, que ce soit peu importe les animations sportives. Donc du coup, dès que la fédération a émis ce projet-là, on est parti, on a engagé les sportifs. Effectivement, l'association elle a été créée pour les personnes en situation de handicap, et on a une section solidaire qui sont des rameurs valides. Alors ce sont vos images qu'on découvre. Alors ce ne sont pas les images du défi, c'est des images qu'on a récupérées où on voit d'ailleurs vos rameurs et souvent ces jeunes aussi en situation de handicap. Comment ça marche? Parce que ça dure jusqu'au 25 avril, je crois. Il y a des trackers, des balises GPS sur les rameurs pour authentifier le record, si j'ose dire. C'est ça. Ils ont, alors c'est sur leur portable, ils ont des pochettes étanches. Et donc, du coup, ces balises GPS transmettent le nombre de kilomètres. Donc là, on est à peu près à 300. Je viens d'avoir la personne qui s'occupe de rentrer toutes ces données. Et me dit qu'on est à peu près à 300 km au jour d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, il en reste encore à faire. Et combien il y a de rameurs, Dominique? Alors, il y en a une quarantaine. Donc, ils se relaient. Ça se passe où ça se passe à proximité de la base nautique? Voilà, la base nautique de Corbières, donc sur la côte bleue. On va en direction de ce qu'on appelle, nous, l'île-Rovine, et qui est à peu près, qui fait un aller-retour entre 13-14 km, suivant comment on prend on trace une ligne droite, ou avec les rameurs, des fois on dérive un peu, donc on fait un peu plus. Voilà. Mais Dominique Guen, c'est une performance absolument incroyable, surtout pour des personnes à mobilité réduite. Elles se sont beaucoup entraînées. Comment est-ce que vous avez sélectionné peut-être les gens qui participent à cet incroyable défi? Alors, il n'y a pas si longtemps, on a participé au World Rowing Virtual Indoor Sprint, c'est-à-dire que donc ils s'entraînent quand même depuis régulièrement, et donc notamment sur des machines, parce que quand il fait pas beau, surtout l'hiver, et donc ils s'entraînent 2-3 fois par semaine, voire 4 fois quand ils le peuvent, et donc on essaye d'amener des objectifs que la fédération nous donne. Ça a été souvent, là, à l'heure actuelle, sur ergomètre, c'est des machines qui simulent le mouvement de l'aviron, et donc ils ont beaucoup ramé là-dessus, et là depuis quelque temps il fait un peu plus beau, donc on va plus sur l'eau. Mais dites-nous, vous pensez atteindre cet objectif de 10% de la distance, de 900 et quelques kilomètres, comme le rappelait Nicolas Gallup. Vous pensez atteindre cette distance quand, concrètement?
Dimanche. Il faut que ce soit avant le 25 avril. Donc, oui. Voilà, il va falloir ramer. Mais une question sur l'association en elle-même, parce que bon, voilà le défi. D'ailleurs, on peut le suivre sur la page Facebook d'Avis Sourire ou sur le site internet avissourire.fr. Parlez-nous un petit peu de votre association, à qui elle est destinée, parce que c'est vaste malheureusement le terme de personnes en situation de handicap. On a vu beaucoup de jeunes aussi sur les images. C'est vraiment la visée, la jeunesse surtout? Alors, il n'y a pas que la jeunesse, mais en fait, c'est une association qui a été créée pour des personnes en situation de tout type de handicap. Donc, on ne regarde pas. Et puis, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, voilà, c'est surtout cibler les personnes en situation de handicap. Là, vous en voyez quelques-uns. Le petit jeune là, qui rentre, c'est Salim, qui est en fauteuil. Il y a des scléroses en plaques, mais ils ont tout âge en fait. Et là, vous voyez, je monte sur un bateau, en fait, j'encadre une jeune personne qui a la maladie des os de verre. Enfin, il y a toutes sortes de handicaps. Là, c'est plutôt en situation de handicap mental. Voilà, parce qu'on a créé aussi un dispositif unique en France qui s'appelle le sport handinautique, et donc on leur permet de faire toutes les activités possibles, et notamment surtout l'aviron. Et voilà, vous voyez l'ergomètre, là, ces machines-là, et donc sur lequel ils s'entraînent. Là, c'était pour les entraînements un défi qu'on a fait en 2017 pour la traversée Marseille-Calvi. Enfin, on fait beaucoup de défis avec des personnes en situation de handicap, parce que simplement, la Vie Sourire, elle veut montrer que on peut être handicapé, mais on peut aussi faire des défis comme tout le monde. C'est ce que j'allais vous dire. Ce qui est formidable dans ce que vous venez de nous dire, c'est que finalement, peu importe son handicap, on peut faire du sport. Déjà, dans une certaine mesure, évidemment, ça aide à la guérison, mais surtout, il n'y a pas de discrimination. La maladie des os de verre, c'est quand même très délicat de faire du sport, et vous arrivez à encadrer ces personnes-là. Eric avait une dernière question. Oui, Dominique Guen, est-ce qu'il y aura d'autres défis après celui-ci? Vous avez déjà des choses en tête? Ah oui, j'en ai un en tête. Alors je vais un peu le dire. C'est en fait, on voudrait faire la randonnée une randonnée autour de Corse, puisque nous on a fait plusieurs défis. On est parti souvent de Marseille et on allait en Corse. Et là on veut faire le tour de la Corse. C'est plus qu'un défi, puisque c'est la Corse, le tour de Corse, ça fait 500 km, alors que quand on a fait Marseille-Calvi, c'était quand même déjà 340 km, mais le Tour de Corse, c'est 500 km. Avec le cap sud, là en haut, à passer, c'est pas évident. Donc oui, voilà, en 2023, on espère pouvoir faire ce défi-là, le Tour de Corse. En tout cas, bon courage. On espère qu'on pourra être là pour le départ en 2023. Et pour l'arrivée dimanche. Et pour l'arrivée dimanche. Alors, dimanche, voilà, il vous reste quelques kilomètres à parcourir, un peu plus de 600, hein, donc c'est pas rien. Bon courage à tous vos rameurs, à toute l'association. Je rappelle, le nom, c'est La Vie Sourire, donc la base de la Corbière dans la Côte Bleue, magnifique endroit en plus. N'hésitez pas vraiment, si vous êtes dans le coin et que vous posez la question depuis longtemps, comment faire du sport si vous êtes en situation de handicap, eh bien, cette association est là pour vous accueillir et pour vous initier. Merci Dominique, bon courage à vous et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Il nous reste deux petits reportages à voir, mon cher Eric. L'intelligence artificielle, comme promis. Après la gestion des risques hier, on va s'intéresser dans quelques minutes au loup, à la cartographie de la présence du loup dans les Alpes-Maritimes, mais également sur tout le territoire national. Mais avant ça, c'était la journée de la Terre aujourd'hui, donc place à l'environnement. Et vous allez voir, le président de la région Sud, Renaud Muselier, a planté un des arbres, je ne sais même pas comment on dit, pas 100 000, il veut planter 1 million d'arbres. Donc un des 1 million d'arbres, ben voilà, un des 1 million d'arbres qu'il souhaite planter dans la région. Reportage signé Valentin Rodriguez. Une plantation symbolique. Dans la forêt de Castillon, sur la parcelle endommagée par un incendie l'été dernier, un olivier symbolique a été planté sur une zone dite coupure de combustible, périmètre dans lequel seront plantés une dizaine d'arbres en vue de freiner et d'arrêter les futurs incendies de forêt.
C'est un site sur lequel il y a 450 000 personnes par an qui viennent se promener. C'est un peu le poumon vert de la région. Si on a choisi l'olivier sur la coupure de combustible, c'est parce que c'est un secteur, c'est un arbre qui ne brûle pas ou qui brûle peu, donc il permet de ralentir les flammes. Mais c'est aussi le symbole d'un arbre particulièrement mythique en Méditerranée. Donc c'est pour ça qu'on l'a choisi aussi. Lourdement touchée en août 2020 par un incendie qui a parcouru 118 hectares, la forêt de Castillon essaye depuis plusieurs mois de se relever. Ici, on a choisi une coupure de combustible, donc c'est-à-dire un secteur sur lequel on travaille avec les pompiers pour essayer de limiter le feu dans les massifs forestiers. C'est une sorte de barrière, on va dire. Et puis, on a d'autres projets, notamment par exemple dans le Vaucluse, où on travaille à la migration assistée des essences. Donc là, on plante des essences pour essayer de tester leur résistance, notamment pour les années à venir, accompagner le changement climatique. Une démarche qui s'inscrit dans le dispositif lancé par la région, 1 million d'arbres plantés dans la région sud. L'objectif est d'avoir un arbre pour 5 habitants. L'enjeu, c'est de prendre des essences qui sont des puits de carbone, qui prennent du CO2, qui consomment très peu d'eau et qui brûlent le moins. Et en fait, il y a un certain nombre d'essences qui sont entre les châtaigniers, entre le pin d'Alep, entre les arbres de Slovénie. Il y a des arbres très différents. Et là, ce sont les professionnels qui choisissent avec les élus locaux ou les propriétaires fonciers pour planter leurs arbres. Le budget est énorme. On a visé 1 million d'arbres. On en paye 80% et on a déjà 800 000 arbres plantés. Le reste étant à la charge des propriétaires ou des communes. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent. On pensait qu'on le ferait en 3 ans. On l'a fait en 1 an et demi. Donc on augmente les budgets, on les revoit à la hausse, oui. Un dispositif qui permet de protéger les forêts de la région. La région sud est la deuxième la plus boisée de France, avec 1,6 million d'hectares de forêt, représentant 51% du territoire. Éric, non? Oui, si. Non, je vous entendais parler de l'olivier. Oui, je parlais de l'olivier parce qu'on a vu ce petit arbuste olivier. Il y a le plus vieil olivier du monde, je regardais, il est en Crète. C'est un arbre de la région méditerranéenne, il a 2900 ans. 2900 ans, il a vécu l'écriture de l'Iliade, l'âge d'or d'Athènes, la montée de l'Empire romain, la naissance du Christ. Et cet olivier qui s'appelle l'olivier de Vouves en Crète produit toujours des olives. 2900 ans d'estimation. Il a vécu la naissance d'Éric Revel aussi, également. On va terminer avec l'intelligence artificielle, deuxième volet de nos reportages que vous pourrez redécouvrir d'ailleurs durant le rendez-vous consacré à cette thématique vendredi soir. On parlait de la gestion des risques hier, on va s'intéresser ce soir à la cartographie et à l'encadrement des meutes de loups dans les Alpes-Maritimes. Vous allez le voir, ça sert aussi surtout le territoire français. Claudia Olivier. Détecter, suivre et analyser le comportement du loup dans son habitat naturel, c'est l'objectif du parc du Mercantour en partenariat avec l'Université Côte d'Azur. Depuis 1 an, Fanny, ingénieure, travaille sur l'élaboration d'un algorithme qui permettrait, grâce à des pièges photos, de détecter la présence d'une espèce animale et en particulier le loup. On a d'abord des vidéos que j'ai découpées en images et à chaque image, j'ai associé le nom de l'espèce et je lui ai indiqué où se trouvait l'espèce. On lui donne à l'algorithme. À l'algorithme, à chaque étape, il va regarder dans un premier temps des caractéristiques comme les angles, les lignes droites. Puis après, il va regarder les pattes, la tête. Et à chaque étape, il va rentrer de plus en plus dans le détail et il pourra reconstituer l'animal à la fin. Un gain de temps et de moyens pour Nathalie Siffer, chef du service connaissance et gestion du patrimoine du parc du Mercantour. Traces, urine et crottes, son équipe collecte tous ces échantillons en hiver. Les pièges photographiques et l'intelligence artificielle permettent d'avoir un suivi tout au long de l'année. En été, on a un petit peu plus de difficultés, puisque là, c'est difficile de trouver des indices. Et c'est là où, notamment, on commence à utiliser de plus en plus les pièges photographiques. On dit pièges photographiques, mais qui font aussi des vidéos et qui, placés à certains endroits, vont pouvoir filmer les animaux qui passent. Même s'il reste toujours difficile de connaître la race exacte de l'espèce. Un loup ressemble à un autre loup, à part s'il a vraiment un problème avec une queue un petit peu tordue ou alors une patte boitillante. On va pouvoir le voir. Sinon, on ne peut pas savoir quel loup est passé. Par contre, on peut savoir si des loups sont passés et combien.
Ce projet permet donc de dimensionner et cartographier la présence du loup au niveau national, une approche qui va encore gagner en précision dans les 2 années à venir. Voilà, ça sera le thème. Voilà. Éric, comment l'intelligence artificielle concrètement aide les territoires. Il y a la prévention des catastrophes naturelles. On a vu ce reportage hier de Marie Visto. Et puis il y a la gestion des loups notamment, mais de plein d'animaux dans le parc du Mercantour, bien connu dans les Alpes-Maritimes. Et vous verrez que c'est absolument fascinant ce qu'on arrive à faire avec l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Éric, bonne soirée à vous. On se retrouve demain sur le plateau de ce grand direct. Merci à Théo Sarfati, Sébastien Liotard, Ilan Dehé, Fabrice Justo, Philippe Caudet et Stéphanie Mossman. Passez une excellente soirée sur nos antennes.